Messieurs, au lieu de vous promettre de contenter votre curiosité touchant l'anatomie du cerveau, je vous fais ici une confession sincère et publique, que je n'y connais rien. Je souhaiterais de tout mon cœur d'être le seul qui fut obligé à parler de la sorte, car je pourrais profiter avec le temps de la connaissance des autres. Et ce serait un grand bonheur pour le genre humain si cette partie, qui est la plus délicate de toutes, et qui est sujette à des maladies très fréquentes et très dangereuses, était aussi bien connue que beaucoup de philosophes et d'anatomistes se l'imaginent. Il y en a peu qui imitent l'ingénuité de M. Sylvius France de Lebeau, qui n'en parle qu'en doutant, quoiqu'il y ait travaillé plus que personne que je connaisse. Le nombre de ceux à qui rien ne donne de la peine est infailliblement le plus grand. Ces gens qui ont l'affirmative si prompte vous donneront l'histoire du cerveau et la disposition de ses parties avec la même assurance que s'ils avaient été présents à la composition de cette merveilleuse machine et que s'ils avaient pénétré dans tous les dessins de son grand architecte. Quoique le nombre de ces affirmateurs soit grand, et que je ne doive pas répondre du sentiment des autres, je ne laisse pas d'être persuadé que ceux qui cherchent une science solide ne trouveront rien qui les puisse satisfaire dans tout ce que l'on a écrit du cerveau. Dans ce discours sur l'anatomie du cerveau, qui date de 1669, Niels Stinsen, anatomiste danois qui fut aussi évêque, fait état des controverses qui touchent le monde savant concernant cette merveilleuse machine qu'est le cerveau. Sous sa plume, il semble qu'aucune science solide n'ait vu le jour sur cet objet dans les siècles qui précèdent son époque. Pourtant, le cerveau a une longue histoire et des savoirs qu'il étudie tout autant. Et il nous faut, sans doute, relativiser l'écrasante nouveauté des images tirées de nos modernes scanners. Des images fascinantes, certes, mais qui ne sont qu'une nouvelle représentation de notre cerveau, marquée du sceau de nos conceptions culturelles et savantes. Alors, pour comprendre la longue histoire des représentations du cerveau, j'ai invité l'historien Raphaël Mandresi, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages portant sur l'histoire de l'anatomie, de la dissection et du cerveau à l'époque moderne. Je suis Hervé Guillemin et vous écoutez un nouvel épisode de La Piqûre de Rappel, le podcast de Dicopolis. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Nous sommes en guerre. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Je suis pas du tout autiste. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Mon docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, là. Vous êtes fou, mon petit. Quand on fait l'histoire du cerveau, on fait l'histoire de quoi exactement ? De l'organe lui-même ? De ses représentations ? Ou des savoirs qui cherchent à définir son fonctionnement ? Je pose la question à l'historien Raphaël Mandresi. Il s'agit avant tout d'une histoire des savoirs sur le cerveau et les fonctions cérébrales. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je tiens toujours à rappeler que les neurosciences ou la psychologie contemporaine sont historiques. Et que donc, il s'agit là encore, même si je ne travaille pas là-dessus, puisque mon travail porte sur l'époque moderne, donc entre, on va dire, 1500, 1800, 16e, 17e, 18e siècle, mais il n'en reste pas moins que pour la période contemporaine, le 19e, le 20e, y compris le 21e siècle, on est face à des savoirs, en l'occurrence sur le cerveau, et qui, eux aussi, sont susceptibles de faire partie de cette même histoire ou de ce même type d'histoire qui, au fond, renvoie à des idées, des théories et des pratiques concernant cet objet-là, cet objet qu'on appelle le cerveau, et ses fonctions. Du coup, où on va chercher, ou
on va les trouver, ces savoirs? La première réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la médecine. Bien entendu, je travaille personnellement de façon prioritaire sur l'histoire de la médecine, des savoirs médicaux, mais on les retrouve aussi ailleurs. Et pour l'époque que je connais, sur laquelle je travaille, on retrouve également des discours sur le cerveau, des discours qui reprennent parfois en partie ou qui se servent en partie de la médecine dans la philosophie, dans la théologie ou dans d'autres types de discours savants. C'est l'histoire d'un objet et des savoirs sur cet objet, puisque les deux choses sont indissociables. On ne peut pas considérer que l'objet est une donnée. Le cerveau change en même temps que les savoirs qui s'en occupent ou qui s'y intéressent. Les opérations de connaissance sur le cerveau impliquent des interventions matérielles, des manipulations de cet objet. Et très souvent, ces opérations conduisent à le modifier, y compris matériellement. Et donc, il est très problématique de considérer que cette histoire des savoirs a un point fixe, son objet, et que c'est les savoirs qui changent. Une histoire des savoirs et des pratiques donc. Mais alors, quand commence-t-on à étudier le cerveau? Son émergence n'est-elle pas étroitement liée à la pratique de la dissection? Je demande à Raphaël Mandresi, qui connaît précisément cette histoire, si on peut établir ce parallèle. L'introduction de ce type de manipulation, en fait, donc d'ouverture de la boîte crânienne et d'inspection du cerveau de façon régulière, systématique et méthodique, marque bien sûr des changements importants. Ceci étant, ces changements ne correspondent pas à une rupture avec les périodes précédentes. On a, comme je disais, une histoire très longue. Elle l'est effectivement, puisque si on voulait suivre sur une durée vraiment très, très, très longue ces histoires-là, cette histoire, déjà, tous les textes de médecine et de philosophie de l'Antiquité contiennent, enfin tous, un très grand nombre, contiennent des éléments, des aspects autour du cerveau et de ses fonctions. À partir de ce moment-là, il y a, par exemple, une très grande contribution de la médecine et de la philosophie naturelle arabe à partir du Xe ou XIe siècle, et on a une transmission par la voie de traduction multiple de toute cette production-là, de toute cette masse, au fond, de textes, encore une fois, médicaux, mais pas uniquement, qui vont faire l'objet d'appropriations très importantes dans l'Europe occidentale à partir de la fin du Moyen Âge. Il y a par ailleurs ça peut paraître un peu plus inattendu, dans la littérature chrétienne. Hein, par exemple, chez les pères de l'Église, il y a un texte très important sur la nature humaine de Némésius d'Émèse, par exemple. On parle là du IVe siècle de l'ère chrétienne, ou alors des penseurs médiévaux dans l'Europe latine, comme Guillaume de Conches, ou en France, ou Robert Kilwardby en Grande-Bretagne, ou alors quelqu'un de beaucoup plus connu, je pense, comme Albert le Grand. On retrouve des développements extrêmement importants, très sophistiqués d'ailleurs, autour de ces questions-là. Donc, si on met un point au début de l'époque moderne, on a, au fond, ces deux grands éléments, il y en a d'autres, mais ces deux grands éléments qui sont très importants. D'une part,
l'absorption, l'assimilation de toute cette littérature savante antérieure et l'émergence, l'apparition de la pratique des dissections qui va introduire des éléments nouveaux. La plupart d'entre nous, il faut bien le dire, n'avons jamais pratiqué de dissection. La connaissance que nous en avons est souvent cinématographique. Les séries policières, dans lesquelles les autopsies sont nombreuses, en donnent un avant-goût. La série Hannibal aussi. Mais quelle connaissance peut-on tirer des sources de l'époque moderne sur les gestes des anatomistes? Réponse de Raphaël Mandresi. Il y a plusieurs méthodes qui sont indiquées, à commencer par exemple au XVIe siècle par probablement le plus célèbre des traités d'anatomie jamais imprimés, à savoir La fabrique du corps humain d'André Vézal, un anatomiste d'origine bruxelloise, mais qui a fait sa carrière universitaire fondamentalement en Italie, à Padoue, avant de devenir médecin personnel de l'empereur Charles Quint. Et dans cet ouvrage, Vézal recommandait de scier la calotte crânienne, puis de l'ôter, la partie supérieure donc, pour enlever ensuite les méninges et pratiquer des coupes horizontales, par plans horizontaux successifs. Autrement dit, le cerveau reste en place, on découvre, en enlevant la calotte crânienne, on le découvre, mais on ne l'enlève pas. Et on procède par coupes horizontales successives du haut vers le bas. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les images. Hein, c'est cette manière d'observer le cerveau, elle se traduit dans les images qui illustrent ce traité. Toujours au XVIe siècle, un anatomiste italien, Costanzo Varolio, introduit une autre méthode qui consistait, elle, en revanche, à retirer la masse du cerveau de l'intérieur du crâne, à la retourner et à disséquer à partir de la base. Donc, exactement dans le sens inverse. On écoute un extrait d'un mémoire contenant des observations sur plusieurs régions du cerveau, mémoire signé Félix Vic d'Azir. Le texte date de 1784 et il est lu par Élie Guillemin. Les modernes se sont contentés d'examiner, dans la base du cerveau, l'origine des nerfs et la forme des principales éminences qui s'y rencontrent. Mais ils n'ont point pénétré dans l'intérieur de ce viscère, en commençant par cette région. Ou du moins, ils n'ont consigné dans aucun ouvrage le résultat des observations qu'ils ont pu faire en suivant cette méthode. Parmi celles que j'ai recueillies par ce moyen, les unes confirment les descriptions et les remarques auxquelles la dissection par la partie supérieure a donné lieu, les autres m'ont présenté quelques détails nouveaux, et en général, cette manière d'examiner le cerveau m'a semblé plus instructive que la première. Pour y procéder, je scie le crâne le plus bas qu'il est possible. Je soulève ensuite les lobes postérieurs et je divise la tente du cervelet en plusieurs lambeaux. Je coupe avec une grande précaution les vaisseaux qui aboutissent au sinus quartus afin de ne leur faire aucune violence dans la suite de l'opération. Je soulève la partie antérieure du cerveau, je coupe successivement les nerfs, les vaisseaux et la moelle épinière vers la deuxième vertèbre. Enfin, je détache de même le cervelet et j'enlève toute la masse. On est le maître de la laisser dans la calotte osseuse ou de l'en dégager. Lorsque cette dissection a été faite avec soin, le cerveau a été très peu ébranlé et on l'obtient très entier, puisque la commissure molle des couches optiques n'est point rompue. On saisit bien, à écouter l'historien, combien les représentations du cerveau, quelle que soit l'époque dans laquelle elles prennent place, dépendent étroitement des pratiques médicales du temps et plus largement de son cadre culturel. À ce propos, lorsque je parle de ce sujet à mes étudiants, ceux-ci ont une idée bien arrêtée, mais que je crois fausse. L'Église aurait été hostile à ces dissections. Qu'en est-il exactement? Réponse de Raphaël Mandresi. On peut le dire très simplement, il n'y a jamais eu, d'interdiction, ni de condamnation, ni de réserve de type religieux, en particulier chrétien, puisqu'on parle de l'Europe, vis-à-vis de l'ouverture de corps morts, que ce soit pour la dissection ou pour d'autres types de pratiques qui existaient également. Mais en particulier pour la dissection anatomique, ceci n'a jamais existé. Et on
peut aller encore plus loin. Très rapidement, la, la démarche anatomique et le savoir anatomique ont été christianisés, au sens ont fait l'objet d'usages édifiants de différentes natures. Déjà pour le memento mori, donc souviens-toi que tu es mortel, mais plus fortement encore dans l'idée selon laquelle il s'agit d'une connaissance de l'homme, et dès lors que l'homme est fait à l'image du Créateur, l'anatomie est une voie royale pour la connaissance de Dieu. Il est donc clair que les pratiques médicales et les images que la science produit influencent de longue date la manière dont nous représentons notre cerveau. Le cerveau fait l'objet de représentations multiples. Il s'agit, bien entendu, d'images que aujourd'hui on pourrait qualifier de morphologiques. Autrement dit, ce ne sont pas des images fonctionnelles. Mais il y en a énormément que l'on retrouve donc dans des ouvrages, c'est des gravures la plupart du temps, et qui montrent différents aspects, différentes vues, différentes coupes du cerveau, de ces différentes structures, de ces différentes parties. Ça, c'est un premier aspect. Puis, tu disais de conserver le cerveau. C'est un grand enjeu. Un grand enjeu. Déjà, ne serait-ce que pour le disséquer. C'est un aspect qui est mis en avant lorsqu'il s'agit de parler des aspects purement techniques, c'est la consistance. C'est un objet mou, hein, et qui donc pose des problèmes. Et un des intérêts principaux pendant très longtemps sur le plan technique a été la manière de fixer la matière cérébrale. Autrement dit, de solidifier avant même de le disséquer. Et donc voilà encore un autre type de manipulation matérielle pour éviter que le cerveau ne s'affaisse. Parce que, et ceci est très intéressant, il y a toute une série de considérations, par exemple d'un anatomiste danois très important qui a écrit un texte très important sur le cerveau dans les années 1660, qui alertait contre le fait que dès lors que le cerveau est un organe mou, parfois, sans le vouloir, ou peut-être en le voulant un tout petit peu, on peut, en le manipulant, le modifier de telle sorte que ce que l'on voit n'est pas l'objet, mais ce qu'on en a fait en le manipulant, en modifiant sa forme par cette consistance qui est la sienne. Il y a des méthodes de fixation qui sont diverses et qui ont évolué au fil du temps. Toujours dans ces mêmes années 1660, un anatomiste italien qui est très important dans cette histoire des savoirs sur le cerveau, Marcello Malpighi, a bouilli les cerveaux pour donc les durcir. Et Malpighi, ayant été un des premiers à travailler de façon systématique avec le microscope, une fois que le cerveau était bouilli, il les découpait en lamelles très fines pour les observer à l'aide du grossissement optique. Et il se trouve qu'il a décrit des structures, des glandes minuscules qu'il a interprétées d'une certaine manière, qui n'étaient que le résultat, que l'effet, qu'une conséquence de l'ébouillantage. On se demande bien ce qui est neuf, alors, dans l'apport des neurosciences actuelles. Ne serait-ce pas l'idée que des fonctions du cerveau se logent dans des localisations précises? On a privilégié pendant très longtemps les cavités du cerveau pour leur assigner le statut de lieu de ceci ou de cela, de ce qu'on appelle les sens internes ou les facultés, à partir du sens commun, c'est-à-dire l'endroit où toutes les, on va dire les informations, ceci est un terme anachronique, mais enfin les sensations que l'on reçoit par les sens externes, les 5 sens, convergent vers un lieu
qu'on appelle le sens commun, qui est la première des cavités, en allant de l'avant vers l'arrière du cerveau, et ensuite, dans cette même direction, donc dans cette même linéarité, si l'on veut, aux autres cavités, on va leur attribuer le lieu de l'imagination, de l'entendement et, derrière, de la mémoire. Mais d'une manière générale, l'impression que j'ai, c'est que en relation avec les neurosciences contemporaines, on surestime les différences et les ruptures. Bien sûr qu'il y a des différences, et des différences très importantes, mais je pense que faire le partage entre un avènement des neurosciences, et d'ailleurs, il faudrait déjà savoir quand est-ce que cela se produit, et une histoire antérieure qui serait globalement une histoire de l'ignorance ou du manque de savoir ne me paraît pas pertinente. Encore une fois, parce que, d'une part, ces savoirs contemporains sont historiques, eux aussi, et que pour toute une série de raisons, il y a des cadres qui restent très présents d'une certaine manière, y compris lorsqu'on a affaire à des avancées ou des progrès, si on peut les appeler ainsi, de type technologique. L'imagerie fonctionnelle du cerveau ne représente pas plus le cerveau en tant que tel que les images de mes anatomistes de la Renaissance. On ne voit pas le cerveau. On voit une image qui est produite et qui donc comporte toute une série de, pour ainsi dire, de filtres. On voit des éléments graphiques qui sont produits à partir d'informations qui sont recueillies. Ceci ne correspond pas à voir le cerveau en fonctionnement. Donc, je pense que d'une manière générale, la centralité contemporaine des neurosciences a pu conduire à, encore une fois, surestimer les ruptures qui ont pu se produire, alors que pour ma part, je serais plus enclin à penser tout cela comme des changements, comme des réaménagements, parfois très importants, mais rarement soudains et abrupts. La conclusion de cet épisode est on ne peut plus claire. Je remercie Raphaël Mandressi pour le temps qu'il a consacré à l'équipe de la piqûre de rappel et je renvoie à ses ouvrages sur l'anatomie, la dissection et le cerveau. Un grand merci à Élie Guillemin qui a lu les textes historiques. Vous pouvez nous retrouver sur le site d'Icopolis, découvrir d'autres entretiens avec des historiennes et des historiens sur notre podcast et notre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous soutenir par un petit like et à nous recommander à vos amis. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la piqûre de rappel.